Je m'appelle Hélène Moreau. J'ai 68 ans, je suis bibliothécaire à la retraite et une femme qui a passé toute sa vie d'adulte à construire un foyer où mon unique enfant se sentirait en sécurité. Je pensais avoir réussi. Cette conviction s'est brisée il y a 2 ans. En ce moment, même, je suis dans ma cuisine, la lumière de l'après-midi se déversant sur les comptoirs en chêne poli de ma maison au bord du lac. Cette maison vaut 850 000 €. Chaque planche, chaque vitre, chaque pierre du jardin. Je me suis battue pour tout cela. La bouilloire fredonne sur la cuisinière et j'enveloppe mes mains autour de ma tasse de thé en porcelaine, blanche préférée, celle avec le fin liseré bleu. Cette tasse est la seule chose que j'ai emportée avec moi le jour où ma fille m'a dit de partir. Le téléphone sur le comptoir se met à sonner. Je jette un coup d'œil à l'identité de l'appelant et mon estomac se naît. « Ouais, Mélissa, je le laisse sonner 2 fois. À la 3e sonnerie, je décroche. Sa voix est légère, prudente, presque douce. « Maman, j'ai réfléchi. Peut-être que Grégoire et moi pourrions rester chez toi pendant un moment. Tu ne voudrais pas que cette belle maison reste vide, n'est-ce pas ?» Ces mots restent en suspens dans l'air. Je regarde la vapeur s'enrouler de mon thé et s'évanouir dans le néant. Je l'entends respirer, attendant ma réponse. Mon esprit ne reste pas dans cette cuisine. Il me ramène 2 ans en arrière, devant une autre porte. L'air était alors plus froid, le vent plus vif. Mélissa se tenait devant moi, ses yeux durs d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Dans sa main, il y avait un billet de 10 € tout neuf. Elle l'a pressé dans ma paume comme si c'était un billet de sortie de sa vie. « Va-t'en, maman. Ne reviens pas. » Derrière elle, Grégoire s'appuyait, contre le cadre de la porte, les bras croisés. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Son rictus en disait long. Mon temps, dans cette maison, dans leur vie, était terminé. J'avais passé mes dernières années à rembourser le prêt immobilier de cette maison pour que Mélissa puisse vivre sans le fardeau de la dette. Je préparais les dîners quand elle travaillait tard. Je l'ai aidée à traverser son divorce avant qu'elle ne rencontre Grégoire. Je croyais que l'amour et le sacrifice étaient la même chose. Ce jour-là, avec ce billet de 10 € dans ma main, j'ai appris qu'ils ne le sont pas. Le souvenir est assez vif pour couper. Je sens encore la morsure du vent sur mon visage alors que je descendais les marches du perron, serrant ma seule valise et cette tasse de thé enveloppée dans un vieux pull. La rue me semblait plus longue que jamais. L'arrêt de bus au coin de la rue n'avait pas d'abri, juste un poteau penché et un horaire déchiré qui claquait au vent. De retour dans le présent, je stabilise ma voix. « Tu penses que je vous laisserai, toi et Grégoire, vivre ici ?» Elle rit doucement. Un son qui signifiait autrefois la joie, mais qui sonne maintenant comme un calcul. C'est juste pour un moment, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Tu as tout cet espace, maman. Je regarde autour de moi. Les larges fenêtres donnant sur le lac, la lumière du soleil sur le parquet que j'ai posé de mes propres mains. Le jardin dehors où la lavande commence à fleurir. Cet endroit est plus qu'un simple espace. C'est la preuve que je pouvais recommencer, même après avoir été jetée. Il y a 2 ans, ma fille m'a mise à la porte de la maison avec 10 €. Maintenant, après des années de silence et de mensonges, elle veut vivre dans ma maison de 850 000 €. La même fille qui m'a dit que je n'avais pas ma place. Je prends une gorgée de thé. Il est encore assez chaud pour brûler. Je laisse cette chaleur me traverser avant de parler à nouveau. « Mélissa, » dis-je lentement, « cette maison n'est pas vide. Elle est pleine de ma vie. Et j'ai l'intention de la garder ainsi. »
il y a un silence à l'autre bout du fil. Pas le silence de la réflexion, mais le silence de quelqu'un qui s'attendait à de la docilité et qui a trouvé un mur à la place. Mes doigts effleurent le bord de ma tasse de thé, et je me souviens de la porcelaine froide contre mes mains la nuit, où je suis arrivée dans une chambre louée avec rien d'autre à mon nom. Je pose la tasse et regarde vers le lac. L'eau est calme, comme je veux que ma vie le reste. Je sais que cette conversation n'est que le début. Mais je sais aussi une chose avec une clarté absolue. La femme qui est partie il y a 2 ans n'est pas là. Même feu, madame qui répond à ce téléphone aujourd'hui. « Maman, dit-elle enfin, on en reparlera, plus tard. »« Non, je réponds, et ma voix ne tremble pas, on n'en reparlera pas. » Je raccroche. La bouilloire s'est tue, et mon cœur aussi. L'immobilité qui a suivi n'était pas un vide, mais une confirmation. Une frontière que je venais de tracer, non pas avec de la colère, mais avec la certitude tranquille de celle qui a appris à la dure la valeur de son propre territoire. Je suis partie sans regarder en arrière. Cela n'aurait servi à rien. La porte s'était déjà refermée, à la fois dans son cadre et dans ma vie. Dans ma main droite, je serrais la poignée d'une petite valise usée. Tout ce que je pouvais emporter en un seul voyage. Dans ma gauche, enveloppée dans un pull délavé, se trouvait la tasse en porcelaine blanche au fin liseré bleu. Elle n'avait pas beaucoup de valeur pour qui que ce soit d'autre, mais était le dernier fil qui me rattachait à la vie que j'avais construite. L'air extérieur me mordait les joues alors que je posais le pied sur le trottoir. Je pouvais encore entendre le faible grincement de la porte d'entrée se fermant derrière moi. Ma respiration s'élevait enfin, nuage irrégulier, alors que je marchais vers l'arrêt de bus au coin de la rue. Le billet de 10 € qu'elle avait pressé dans ma main était rigide dans la poche de mon manteau, comme un rappel cruel du prix qu'elle avait mis sur moi. Le trajet en bus semblait interminable. Chaque arrêt, chaque visage indifférent à travers la vitre, renforçait mon sentiment d'isolement. J'observais les rues familières de ma ville défiler, des lieux où j'avais poussé la poussette de Mélissa, où je l'avais tenue par la main en allant à l'école. Chaque coin de rue était imprégné de souvenirs qui, soudain, me semblaient appartenir à une autre femme. Au moment où j'ai atteint les abords de la ville, la lumière hivernale avait déjà commencé à décliner. Le motel était un bâtiment de 2 étages avec une peinture beige écaillée et une enseigne au néon vacillante qui bourdonnait comme une guêpe irritée. Le panneau complet était à moitié allumé, le nom devant étant définitivement éteint. Je suis restée là, un moment, la valise lourde à mon côté, avant d'entrer dans le hall d'entrée, à l'air vicié, surchauffé. Le réceptionniste m'a à peine regardé. « Les tarifs à la semaine sont moins chers », a-t-il dit en faisant glisser une fiche d'inscription sur le comptoir. J'ai compté mes billets froissés, en prenant soin de garder le billet de 10 € à part. Je n'étais pas prête à le dépenser. Je ne savais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas encore le laisser partir. C'était un artefact, un morceau de preuve de la transaction qui venait de se produire. La chambre sentait légèrement le détergent industriel et quelque chose de plus ancien. Peut-être une moquette humide qui n'avait jamais vraiment séché. Le couvre-lit était d'un brun à motif terne, élimé par endroits. Une seule fenêtre donnait sur le parking où un semi-remorque tournait au ralenti avec un grondement sourd et constant. J'ai posé ma valise sur le lit et j'ai déballé la tasse de thé, la plaçant délicatement sur la table de chevet, comme si c'était quelque chose d'assez fragile pour se briser sous une mauvaise lumière. Je l'ai remplie avec la petite bouilloire dans le coin, du genre qui ne fait jamais bouillir l'eau, correctement, mais la pousse simplement à un frémissement fatigué.
Assise sur le bord du lit, j'ai tenu la tasse à 2 mains. La porcelaine était froide contre mes paumes, mais la vapeur qui s'en élevait s'enroulait autour de mon vis, âge comme un réconfort silencieux. Dans ce silence, j'ai vu le visage de mon mari, ses yeux doux derrière des lunettes à monture métallique, le sourire qu'il m'adressait à travers la table du dîner. Je pouvais presque entendre le son de sa cuillère tapant contre le bord de sa propre tasse. Après un repas, ces dîners avaient entendu le cœur de notre foyer, nous 3 assis ensemble, nous passant les plats, parlant de nos journées. J'avais cru que si je continuais à être présente, à cuisiner, à nettoyer, à tout faire tenir ensemble, ma fille me verrait toujours comme son ancre. J'avais tort. Le camion à l'extérieur a changé de vitesse, faisant vibrer la fine vitre de la fenêtre. J'ai resserré mon manteau autour de mes épaules. Ce n'était pas le froid de la saison qui me faisait frissonner. C'était quelque chose de plus profond, logé dans ma poitrine et rayonnant vers l'extérieur. Non pas le froid de l'hiver, mais le froid de réaliser que l'on n'a plus de place dans le cœur de son propre enfant. Je fixais la tasse dans mes mains, la fine ligne bleue encerclant son bord comme une frontière. Cela m'a frappé alors. Ma vie n'avait pas de frontières. Pendant des décennies, je m'étais laissé déverser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, croyant que c'était ce que les mères faisaient. Mais maintenant, assise dans cette chambre sombre, je me demandais si j'avais confondu l'amour avec la capitulation. Le chauffage s'est mis en marche avec un bruit métallique sourd, projetant un air qui sentait légèrement la poussière. J'ai siroté le thé. Il était faible, presque sans saveur, mais il était chaud. Et à ce moment-là, la chaleur suffisait. J'ai replacé la tasse sur la table de chevet et je me suis allongée sur le lit, mon manteau toujours enroulé autour de moi. Le plafond au-dessus était taché dans un coin, une carte ombrée de dégâts des eaux datant d'années passées. J'ai suivi les lignes avec mes yeux jusqu'à ce qu'elles se brouillent. Quelque part sur le parking, une portière de voiture a claqué. Quelque part loin de là, ma fille préparait le dîner dans la maison dont j'avais remboursé le prêt. Dans Setting, la cuisine que j'avais récurée jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Le contraste était si brutal, si injuste, qu'il m'a volé le souffle pendant 1 seconde. J'étais la gardienne des flammes du foyer, et j'avais été bannie dans le froid. Je me suis tournée vers la fenêtre. Au-delà des camions et de l'asphalte fissuré, le ciel était d'un bleu de plus en plus profond, le genre de bleu qui précède la nuit totale. Je pensais aux 10 € dans ma poche, à la tasse sur la table de chevet, et à la vie que je ne savais pas encore, que j'étais sur le point de reconstruire. Je n'ai pas à pleurer, pas à ce moment-là. J'ai simplement laissé le silence me remplir, comme s'il pouvait me maintenir entière jusqu'au matin. Le sommeil n'est pas venu, facilement. Chaque son du motel, une chasse d'eau tirée à l'étage, des rires étouffés dans le couloir, le grondement incessant du moteur du camion, semblait amplifier ma solitude. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir de la sensation du soleil sur mon visage, dans mon propre jardin, du poids d'un bon livre dans mes mains, du rire de mon mari. Ces souvenirs étaient comme des braises, faibles mais encore chaudes. Je m'y suis accrochée, les protégeant du vent glacial de ma nouvelle réalité. La nuit s'est étirée, une longue étendue de temps sans forme. Quand l'aube a finalement commencé à griser la fenêtre, je me sentais épuisée mais étrangement calme. Une sorte de calme qui vient après la pire des tempêtes, quand tout a été balayé et qu'il ne reste plus qu'à évaluer ce qui a survécu. Ce matin-là, ce qui avait survécu, c'était moi et une tasse de thé en porcelaine. C'était un début. 2 saisons ont passé après la nuit où j'ai fait le serment.
dans cette maison au bord du lac, que j'avais fini par trouver et acheter avec le reste de mes économies, que je ne me rendrai plus jamais. Le printemps a parfumé les pièces de lilas. L'été a déposé une pièce de soleil, brillante sur les lames de parquet que j'avais poncées à la main. Je me suis installée dans un rythme qui ressemblait à une respiration. Thé du matin, promenade le long du lac, une liste de petites réparations qui occupaient mon corps, pendant que mon esprit apprenait une nouvelle forme de quiétude. Le téléphone a sonné un mardi, juste au moment où la bouilloire s'est éteinte. J'ai reconnu le numéro avant la fin de la première sonnerie. Ma fille ne l'avait jamais changé. Pendant un instant, j'ai regardé la vapeur s'élever du bec verseur et se fondre dans la lumière. Puis j'ai répondu. « Maman », a dit Mélissa, sa voix s'enveloppait, de coton, douce, rembourrée, prudente. « On devrait dîner ensemble, tu sais, parler en famille. Grégoire peut faire un barbecue. Samedi, ça te va ?» J'ai appuyé ma hanche contre le comptoir et j'ai regardé l'eau. « Dîner ?» ai-je répété. « De quoi veux-tu parler ?»« Des choses de famille », a-t-elle répondu, le sourire audible. « Tu nous manques, ça fait trop longtemps. » Mais on l'attend. Culpabilité avait l'habitude d'arriver sur un plateau quand elle parlait comme ça. Maintenant, elle se tenait devant la porte, attendant la permission d'entrer. « Comment va le travail ?» ai-je demandé, en gardant ma voix chaleureuse. « Tu gérais cette boutique après la réouverture. Est-ce qu'il te traite bien ?» Une pause a suivi. Fine comme une coupue, re de papier, puis un rire rapide qui s'est terminé trop tôt. Occupée, tu sais comment c'est, le commerce de détail. Elle s'est éclaircie la gorge. Bref, tu aimes toujours la viande saignante ? Grégoire a une nouvelle marinade. L'horloge de la cuisine donnait l'heure juste. Sa voix, non. Occupée, ai-je dit. Quels sont tes jours les plus chargés maintenant ? Les horaires changent tout le temps, a-t-elle répondu. Le marché est bizarre cette année. On en parlera quand tu seras là. Un autre rire éclatant. Viens pour 18 heures. J'ai fait glisser la fenêtre, l'ouvrant d'un centimètre. L'air chaud est entré, sentant l'herbe coupée et la pluie sur la pierre chaude. « Mélissa », ai-je dit, « est-ce que tout va bien financièrement ?» Elle a expiré par le nez, un son que les gens font quand ils souhaitent qu'une question disparaisse. « Tu t'inquiètes encore ? Nous allons bien. Nous voulons juste te voir, c'est tout. » La dernière fois qu'elle avait utilisé ce mot « tout », je lui avais donné le reste de mes économies pour l'aider avec un acompte. Tout avait fini par signifier tout ce que j'avais. J'ai pressé mes doigts contre le cadre de la fenêtre et j'ai senti la douceur de la peinture fraîche. « Je viendrai », ai-je dit. « Samedi à 18 heures. Heure. Bien », a-t-elle dit rapidement. Le soulagement s'est échappé avant qu'elle ne le rattrape. On va faire ça bien. Après l'appel, j'ai ouvert le petit carnet où je tiens mes notes. De maison. La ligne où j'enregistre les dépenses était nette et fiable. La ligne où j'enregistre les bénédictions était plus remplie que je ne l'avais prévu. J'ai écrit. Dîner de samedi. N'apportez rien d'autre que de la patience. Ce soir-là, j'ai taillé la lavande le long du chemin et j'ai laissé quelques brins près de l'évier pour les faire sécher. J'ai essayé un gilet que j'avais reprisé l'hiver dernier, de la même teinte que le lac juste après l'aube. Je ne m'habillais pas pour ma fille. Je m'habillais pour la femme qui s'assiérait en face de la vieille blessure et garderait sa dignité intacte. Vendredi, Pierre est passé avec une boîte de clous et son demi-sourire timide. Il a vérifié un poteau du porche qui avait bougé au printemps et a resserré le support avec des gestes rapides et efficaces. « La maison vous traite toujours. »« Bien ?» a-t-il demandé. « Elle m'apprend à écouter. » ai-je dit. Je n'ai pas mentionné l'invitation. Pierre respectait les frontières. Il pouvait lire un portail fermé à 1 kilomètre de distance.
Avant de partir, il a jeté un coup d'œil à la tasse sur l'égouttoir. « Bon thé », a-t-il dit. « Assez. Forte », ai-je répondu. Samedi est arrivé, clair et lumineux. J'ai placé ma tasse de thé dans le placard. Un petit riz, voilà, qui me rappelait que je reviendrais, peu importe comment la soirée se passerait. En sortant, j'ai cueilli une seule tige de lavande et je l'ai glissée dans ma poche. L'odeur me stabilisait, mieux que n'importe quel discours. À mi-chemin de la voiture, mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélissa s'est affiché à l'écran. « Apporte ta tarte aux pêches. » Grégoire est impatient. Je me suis arrêtée sur le gravier et j'ai souri au sol. Mélissa savait que je n'arrivais jamais les mains vides. Elle savait aussi que j'offrais de la douceur quand l'atmosphère était tendue. Cette habitude m'avait déjà causé des ennuis. J'ai tapé lentement. Je viendrai moi-même. Ce sera suffisant. 3 points sont apparus, ont disparu, sont revenus. Bien sûr, à 18 heures. En conduisant vers la ville, je suis passée devant la boutique où Mélissa avait travaillé. Les vitrines présentaient une joyeuse exposition d'or. Mais une pancarte, manuscrite dans le coin, indiquait « Nouveaux horaires, manque de personnel ». Un mannequin portait une robe de la saison dernière. L'ourlet était épinglé avec des clips, argentés comme si quelqu'un avait eu l'intention de le réparer et avait ensuite oublié. Au dernier feu rouge, j'ai pressé la paume de ma main sur ma poitrine et j'ai respiré jusqu'à ce que le signal passe au vert. Le souvenir est monté comme de la chaleur, non pas pour brûler, mais simplement pour avertir. Je pensais à la façon dont Mélissa avait esquivé mes questions, au soulagement qui avait percé dans sa voix quand j'avais accepté. Il y a des schémas dans une famille, comme il y a des cernes dans un arbre. Chaque saison laisse une marque, que nous la comptions ou non. Je suis entrée dans son lotissement et j'ai senti le pincement familier dans ma gorge. Les haies étaient plus hautes. La peinture semblait plus neuve. Pourtant, je pouvais encore repérer la marche où ma valise avait buté. Le carré de trottoir où un billet de 10 € était devenu plus lourd qu'une pierre. Je me suis garée le long du trottoir et j'ai posé mes mains sur le volant. Cette fois, j'entrerai en tant qu'invitée, pas en tant que mère implorant une place. Je pouvais sentir la différence jusqu'au plus profond de mes os. Cette nouvelle force n'était pas agressive. Elle était calme, enracinée, dans la terre que j'avais moi-même travaillée, dans les murs que j'avais moi-même peints. C'était une force née de la solitude et de la survie. Et elle était bien plus solide que la force fragile que j'avais autrefois tirée de l'approbation des autres. La maison de Mélissa se dressait devant moi, impeccable, un monument à une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Mais je savais maintenant que les plus belles façades pouvaient cacher les fondations les plus fragiles. Et je n'étais plus là pour les étayer. J'étais là pour observer, pour écouter et pour rentrer chez moi, entière. Le lendemain matin de l'appel, j'ai aperçu Marthe qui s'occupait de ses roses le long de la basse clôture qui marquait la limite de son jardin. Elle portait son habituel chapeau à large bord, celui avec le ruban délavé, et des gants qui avaient vu plus de saisons que nous ne voulions en compter. Je me suis approchée, le gravier crissant sous mes chaussures. Elle a levé les yeux, lisant sur mon visage avant même que je parle. « Vous avez quelque chose en tête », a-t-elle dit, coupant une fleur fanée et la laissant tomber dans son panier. Je me suis appuyée contre le poteau de la clôture. Mélissa a appelé. Elle m'a invitée à dîner. Elle a dit qu'elle voulait parler de questions familiales. Marthe a haussé un sourcil. « Et y veut-elle ? » « Vraiment ?» J'ai esquissé un demi-sourire. Je ne suis pas encore sûre. Mais quand je l'ai interrogée sur son travail, elle a esquivé la question. Je sens que quelque chose la préoccupe. Marthe a posé ses cisailles
et a retiré un gant, s'essuyant le front. « Vous savez, c'est étrange de vous entendre dire ça. Mon fils a fait quelque chose de similaire il y a quelques années. Il est venu frapper à ma porte après des mois de silence, en me disant à quel point je lui manquais. Je n'ai pas vu les signes avant qu'il ne soit trop tard. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sache déjà. Elle a soupiré, le genre de soupir qui porte le poids de la colère et de la résignation. Il avait perdu son emploi. Il s'éteint, installé chez moi avec sa famille, en disant que ce serait temporaire. En 6 mois, c'est moi qui dormais sur le canapé de mon propre salon pâcre et qu'ils avaient repris les chambres. À la fin de l'année, ils m'ont dit qu'il vaudrait mieux que je trouve mon propre logement. Moins de monde, disait-il. J'ai senti la piqûre de la reconnaissance dans ma poitrine. Alors vous, êtes parti? Je suis partie, a-t-elle dit simplement, en remettant son gant. Et voici la partie que je veux que vous entendiez, Hélène. Je n'ai pas claqué la porte en sortant. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas pris le double des clés sur leur crochet. J'ai simplement cessé de leur ouvrir ma porte. J'ai laissé les mots s'imprégner, regardant ses mains se mouvoir avec une aisance pratiquée parmi les roses. Elle a poursuivi. Les gens parlent beaucoup de pardon comme si c'était un acte unique, un grand moment. Mais parfois c'est plus silencieux que ça. Parfois c'est juste ne pas les laisser revenir pour recommencer. Ne pas les laisser revenir. Ah, et je répétais, goûtant la vérité de ces mots. Marthe a hoché la tête, croisant mon regard. Nous n'avons pas toujours besoin de claquer les portes, Hélène. Parfois, nous cessons simplement de les ouvrir. Sa voix était ferme, mais il y avait une douceur en dessous. Elle ne me disait pas de punir Mélissa. Elle me disait de me protéger. Je pensais à ma maison du lac, au plancher frais, à la lavande près de l'évier. Je pensais au billet de 10 € qui était toujours dans une petite enveloppe dans ma commode. Un rappel du jour où j'avais appris le prix que ma propre enfant mettait sur ma place dans sa vie. Le chat de Marthe, un matou orange et dodu, est sorti de sous le porche et s'est frotté contre sa jambe. Elle s'est penchée pour lui gratter la tête, puis m'a regardé de nouveau. « Vous avez construit quelque chose pour vous-même. Vous avez travaillé trop dur pour le céder sans réfléchir. Si vous décidez de la laisser entrer, assurez-vous que c'est parce que vous la voulez là, pas parce que vous avez peur de dire non. » J'ai senti une résolution, tranquille, commencer à se former, comme un nœud qui se resserre dans une corde. « Vous, j'avais raison, ai-je dit. C'est mon choix cette fois. C'est ça le truc. » A-t-elle dit en ramassant son panier de coupures. « Ça a toujours été votre choix. Vous aviez juste oublié pendant un moment. » Je suis retournée sur mon porche, ces mots résonnant dans mon esprit. La brise du lac portait l'odeur des roses et de la terre humide. Je suis restée un moment, regardant la porte d'entrée de ma propre maison, celle que j'avais peinte d'un bleu profond et accueillant. Marthe avait raison. Je n'avais pas à changer la couleur. Je n'avais pas à la verrouiller à double tour. Mais je pouvais décider, tranquillement et complètement, qui franchissait ce huile. Et c'était peut-être là tout le pouvoir dont j'avais besoin. Ce n'était pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir sur moi-même, sur ma propre vie. C'était le pouvoir de préserver la paix que j'avais si chèrement acquise. C'était le pouvoir de dire non, non pas par méchanceté, mais par amour-propre. L'allée de Mélissa était impeccable, le genre de propreté qui vient de quelqu'un qui veut impressionner avant même le premier coup à la porte. La maison s'élevait sur 2 étages, garnie de volets blancs impeccables, sa façade en pierre captant la dernière lumière dorée du jour. En surface, cela ressemblait à la vie que j'avais autrefois espérée pour elle. Pourtant, en m'approchant de la porte, je ne sentis aucune chaleur m'attirer. Mélissa a
ouvert presque trop rapidement, comme si elle s'était tenue juste là. « Maman !» a-t-elle dit, son sourire large mais répété. Elle m'a embrassé sur la joue et s'est écartée. À l'intérieur, les pièces étaient habillées pour une page de magazine. Mur neutre, sol brillant, vase placé stratégiquement. Tout était assorti. Rien ne semblait habité. L'odeur de quelque chose de rôti flottait dans l'air, mais elle ne vous enveloppait pas comme un souvenir. Grégoire est apparu de la cuisine, un verre de vin à la main. « Hélène ?» est-il dit en hochant la tête. Sa voix était douce mais portait cette légère pointe de possession, comme si mon nom n'était qu'un autre mot qu'il contrôlait. Il a fait un geste vers la salle à manger. « Asseyons-nous, le dîner est prêt. » Nous avons pris nos places à une longue table polie, comme un miroir. Mélissa m'a versé de l'eau, pas du vin, sans me demander ce que je préférais. Elle a plié sa serviette proprement et a commencé à parler de petites choses, le temps imprévisible, le nouveau paysagiste des voisins. Ces mots tournaient autour de quelque chose, sans jamais atterrir. Grégoire a découpé le rôti avec une précision délibérée. Il a généreusement rempli sa propre assiette avant de me passer la mienne. « Tu vas aimer ça », a-t-il dit. Nous avons expérimenté de nouvelles recettes. Mélissa est devenue une hôtesse remarquable. Je l'ai remerciée, bien que mon appétit soit loin d'être à la hauteur de l'assiette devant moi. J'ai regardé Mélissa lui jeter des regards furtifs avant de reprendre la parole. « Alors, maman, on pensait, avec tout l'espace que tu as à la maison du lac ?» Elle a laissé sa phrase en suspens, regardant sa fourchette. « Peut-être qu'on pourrait, tu sais, rester un moment. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon verre d'eau, buvant une lente gorgée, laissant le son de l'horloge dans le couloir remplir l'espace entre nous. Grégoire s'épancha et en arrière sur sa chaise. « C'est logique, » a-t-il dit. « Tu es toute seule, dans cette grande maison. On pourrait t'aider à l'entretenir. S'assurer que rien ne se passe pendant que tu es seule. » La façon dont il a prononcé « seule », comme si c'était une faiblesse, ne m'a pas échappé. J'ai reposé mon verre avec précaution. J'ai réussi à m'en occuper très bien. Le sourire de Mélissa a vacillé, mais elle a insisté. « Ce n'est que temporaire, maman. Juste le temps qu'on règle certaines choses. Tu remarquerais à peine notre présence. » J'ai étudié son visage. Le maquillage soigné ne pouvait cacher la tension autour de sa bouche. La façon dont ses yeux se tournaient vers Grégoire, comme pour confirmer ses répliques. J'ai pensé aux roses de Marthe, à la façon dont elle avait dit que certaines fleurs doivent simplement être coupées avant qu'elles ne drainent toute la plante. « Parle-moi de ces 7 coins de hausse que vous devez régler. » ai-je dit, mon ton léger mais ferme. Mélissa a cligné des yeux. « Oh, ce n'est rien dont tu doives t'inquiéter. Juste la vie. » Grégoire lui a lancé un regard qui lui a fermé la bouche comme un livre qu'on claque. « Il s'agit de partager les ressources, » a-t-il dit. « Les familles font ça, et tu aiderais ta fille. » La dernière partie a atterri avec poids, destinée à me faire pression, à déclencher le réflexe sur lequel j'avais compté pendant des décennies. Donner, même si cela vous coûte. J'ai laissé les mots s'installer dans la pièce sans bouger vers eux. J'ai coupé un petit morceau de viande et j'ai mâché lentement, mon regard se déplaçant de Mélissa à Grégoire et vice-versa. Je les sentais m'observer, guettant le moindre signe que je pourrais dire oui, que la porte pourrait s'ouvrir. Au lieu de cela, je me suis tamponné la bouche avec ma serviette et j'ai y posé des questions sur leur jardin. Mélissa a bafouillé sa réponse, surprise par la tournure. La conversation a ensuite divagué, des sujets légers et sans conséquence flottant au-dessus de la table tandis que la demande tacite restait entre nous, refroidissant comme de la nourriture non touchée. Je n'ai offert aucune décision, aucune ouverture. Mon silence n'était pas vide.
Il était délibéré. Quand le dessert a été servi, Mélissa a essayé une fois de plus. « Pense-y, d'accord? On te serait tellement reconnaissant. » J'ai croisé son regard et l'ai tenu, pas méchamment, mais sans promesse. « Je vais y penser. » ai-je simplement dit. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Grégoire a rempli son verre de vin et a détourné le regard. En rentrant chez moi plus tard, le goût du repas s'est estompé rapidement. Mais les regards, ces coups d'œil calculés entre eux, sont restés vifs. Elle, Elac m'a accueilli dans le noir, sa surface captant la lumière du porche. J'ai déverrouillé ma propre porte et suis entrée. L'air était instantanément plus chaud que tout ce que j'avais ressenti ce soir-là. Et je savais que la chaleur n'était pas seulement une question de température. C'était la chaleur de la sécurité du sanctuaire. C'était la chaleur d'un lieu qui n'exigeait rien de moi, sinon d'y vivre. Le lendemain matin, le ciel était bas au-dessus du lac, un gris pâle qui donnait à l'eau l'aspect de l'acier liquide. Je venais de finir de tailler les hortensias le long du porche quand le vieux pick-up de Pierre a grondé dans l'allée. Il en est sorti avec cette démarche facile et familière, tenant un sac en papier brun que je savais rempli de pommes fraîches de son arbre. « Bonjour, Hélène », a-t-il dit en me tendant le sac. « Je pensais que ça vous ferait plaisir. » J'ai souri en levant la terre de mes gants. « Vous savez toujours quand j'ai envie de quelque chose de sucré. » Nous sommes restés un moment à parler du temps et du raton, laveur tenace qui s'introduisait dans son bac à compost. Ce n'est que lorsque sa voix est devenue plus douce que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une visite amicale. « Je ne veux pas être indiscret, » a-t-il commencé. « Mais j'ai croisé Édouard Collin à la banque hier. Il a mentionné quelque chose à propos de Mélissa. » Mes mains se sont immobilisées sur la rampe du porche. Quoi à son sujet? Pierre a hésité, comme s'il choisissait ses mots avec « Soin, il semble qu'elle et Grégoire ont quelques ennuis. Des retards de paiement sur leur prêt immobilier. Édouard a dit que la banque les a appelés et qu'il est question de saisie immobilière s'ils ne peuvent pas rattraper leur retard. L'air entre nous a changé. J'entendais le leg heurt clapotis de l'eau contre le rivage, le cri lointain d'un plongeon. Mais en dessous, un autre son s'élevait en moi. Le souvenir d'un stylo grattant sur un chèque, le poids d'une enveloppe pressée dans ma paume. Des années auparavant, lorsque Mélissa avait acheté cette maison pour la première fois, elle avait appelé en larmes. Grégoire avait perdu un emploi. Ils avaient pris du retard. Et la banque menaçait de tout prendre. J'étais allée à l'agence moi-même. Je m'étais assise dans une chaise en cuir rigide en face d'Édouard et j'avais remboursé la dette en totalité. Mélissa m'avait serré dans ses bras, promettant qu'il n'oublierait jamais ce que j'avais fait. Mais il l'avait fait, ou peut-être avait-il choisi de le faire. Pierre a dû voir le changement dans mon expression. « Je suis désolé d'en parler, » a-t-il dit doucement. « Je pensais juste que vous devriez savoir. » J'ai regardé le lac, mes doigts se crispant autour de la rampe froide du porche. « Merci, Pierre. J'apprécie votre honnêteté. » Il a fait un petit signe de tête, sentant mon besoin d'espace, et après quelques mots de plus sur les pommes, il est parti. Son camion a disparu au bout du chemin de gravier, me laissant seule avec l'eau et mes pensées. J'ai apporté le sac de pommes dans la cuisine et l'ai posé sur le comptoir. Leur odeur, fraîche, sucrée, teintée de terre, m'a ramenée à l'époque où Mélissa était une petite fille, mordant dans une pomme si grosse qu'elle cachait tout son visage. Elle gloussait, le jus coulant sur son menton, et je l'essuyais avec le coin de mon tablier. Je me suis appuyée contre le comptoir, le poids des années pesant sur moi. « Si j'aide, pensais-je, que suis-je vraiment en train de faire?
Il fut un temps où la réponse aurait été simple. Les mères aident leurs enfants. Est le code par lequel nous vivons, le serment tacite que nous portons à partir du moment où nous les tenons dans nos gais bras. Mais maintenant, j'avais appris que l'aide pouvait se transformer en une corde que quelqu'un utilise pour se hisser, ou en un filet sur lequel il compte si complètement qu'il n'apprend jamais à nager. La voix de Mélissa d'il y a 2 ans a résonné dans mon esprit. « Va-t'en, maman, ne reviens pas. » La façon dont elle m'avait tendu ce billet de 10 € sont... Ekmaniowa, froissé comme si c'était une miséricorde. La façon dont Grégoire s'était tenu derrière elle, silencieux mais satisfait. J'ai pressé ma paume contre la céramique froide de la tasse, oui, liseré bleu sur l'étagère. Cette tasse m'avait accompagnée dans des chambres de motel, dans des cuisines empruntées les matins, où je ne savais pas où était ma place. Elle avait contenu plus que du thé. Elle avait contenu ma résolution, mais à promesse à moi-même que je ne laisserai personne d'autre décider de ma valeur. Et dès maintenant, serait-ce un acte d'amour ou serait-ce défaire chaque frontière que j'avais lutté pour construire? J'ai imaginé Mélissa ouvrant la porte de ma maison du lac, ses cartons remplissant les pièces, la voix de Grégoire résonnant dans les couloirs. Et je savais que ce ne serait pas juste pour un moment. Ce serait jusqu'à ce que je sois de nouveau mise à l'écart. Le lac à l'extérieur a changé avec le vent, des ondulations captant la faible lumière du soleil. J'ai pensé aux mots de Marthe à propos des portes que nous n'avons pas besoin de claquer, mais seulement de garder fermées. C'était peut-être ma porte. Au moment où la bouilloire a sifflé pour monter, de l'après-midi, j'avais pris une décision silencieuse. Je réfléchirais. Je pèserais le pour et le contre. Mais je ne me laisserais pas, emporter par le courant de la culpabilité ou de l'habitude. Parce que l'amour, j'apprenais, signifie parfois laisser quelqu'un affronter l'eau, froide pour qu'il puisse apprendre à nager. C'était en fin d'après-midi quand j'ai vu leur voiture s'arrêter dans mon allée. Le ciel, au-dessus du lac, commençait à prendre la teinte dorée pâle du début de soirée, et l'air portait cette fraîcheur de l'automne. Mélissa est sortie la première, lissant le devant de son manteau, son sourire assez éclatant pour paraître délibéré. Grégoire a suivi, plus lentement, balayant la propriété du regard comme s'il la mesurait. « Maman, cet endroit est magnifique. » « Oh, a dit Mélissa dès que j'ai ouvert la porte. Les photos que tu as envoyées ne lui rendent pas justice. » Grégoire a laissé échapper un sifflement bas. « Quelle vue! Tu as vraiment un petit bijou ici. » Je me suis reculée pour les laisser entrer. Il a été bon pour moi, ai-je simplement dit. Ils se sont déplacés dans les pièces comme des invités lors d'une visite libre, leurs mains traînant le long des cadres de fenêtres, leurs yeux s'attardant sur les détails. Mélissa s'est arrêtée devant la cheminée, touchant le vase de lavande séché. « Tout semble si paisible ici, » a-t-elle dit. « Il a fallu du travail pour en arriver là. » Ai-je répondu. Dans la cuisine, Grégoire a ouvert la porte arrière et est sorti sur la terrasse. « Ce lac vaut la moitié de la valeur à lui seul, » a-t-il remarqué, s'appuyant sur la balustrade. « Je parie que tu as des couchers de soleil incroyables. » Mélissa s'est glissée sur un tabouret au comptoir, ses doigts traçant le grain du bois. « On pensait, maman, si on restait ici, tu n'aurais pas à être seule. On pourrait te tenir compagnie. » Je l'ai étudiée pendant un long moment. « Mélissa, si c'était ta maison, Je demandais, ma voix ferme. « Que ferais-tu de moi ?» La question a atterri entre nous comme une pierre jetée dans une eau calme. Les ondulations se sont propagées dans le silence qui a suivi. Les lèvres de Mélissa se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Elle a jeté un coup d'œil à Grégoire, qui a souri légèrement, comme si la pose l'amusait. Finalement, Mélissa a laissé échapper un petit rire, qui ne sonnait pas vrai. « Pourquoi ?»
Demanderais-tu ça? Parce que je veux savoir. Ai-je dit, si les rôles s'étaient inversés, si je venais à toi et te demandais un endroit où rester, que se passerait-il? Elle a baissé les yeux sur ses mains. C'est différent. Différent comment? Ai-je demandé. Grégoire a fermé la porte arrière et est rentré. C'est ta fille. Tu es la mère. C'est tout l'intérêt. L'intérêt. Je dis, c'est que j'ai déjà été dans cette situation. Je sais ce qu'il y a. Et c'est que de vivre dans une maison que je croyais être la mienne, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Mélissa s'est agitée, sur le tabouret, la couleur montant à ses joues. « Maman, nous n'essayons pas de te prendre. Quoi que ce soit. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide en ce moment. Tout le monde a des moments difficiles. Je comprends les moments difficiles. » Ai-je dit doucement. Je comprends aussi ce qui se passe quand l'aide devient une attente. Grégoire s'est appuyé, contre le comptoir, les bras croisés. Tu fais comme si nous étions ici pour te pousser. Dehors, ce n'est pas juste. J'ai croisé son regard. La justice, c'est quelque chose que j'ai appris à mesurer différemment. Mélissa a tendu la main vers la mienne de l'autre côté du comptoir. Mais je n'ai pas bougé pour la rencontrer. Tu as toujours été là pour moi. A-t-elle? Dites, je pensais juste... Ah! Et que je serais cela quoi qu'il arrive. Et je terminais pour elle. Sa bouche s'est refermée, et le silence s'est de nouveau étiré. Dehors, un plongeon a appelé de l'autre côté du lac, son cri porté par la fenêtre ouverte. « Cette maison est à toi. » A-dit-il, Grégoire. Son ton s'adoucissant, mais ses yeux toujours vifs. « Nous ne la demandons pas. Juste un coin. » Je pouvais sentir le poids du non-dit dans la pièce. Leurs problèmes. Financiers, les avis de saisie que Pierre avait mentionnés, la façon dont il n'avait pas été honnête. Et je pouvais sentir ma propre histoire pressée contre mes côtes, me rappelant les marches froides du porche il y a 2 ans. Si je vous donnais ce coin, et je dis lentement, combien de temps avant qu'il ne devienne toute la maison? Mélissa a tressailli légèrement et a détourné le regard. Le rictus de Grégoire est revenu. Mais cette fois, il portait une trace d'autre chose, de l'agacement, peut-être, ou la reconnaissance que je n'allais pas céder. Nous sommes une famille. A finalement dit Mélissa, sa voix plus douce maintenant, presque suppliante. J'ai pensé aux mots de Marthe sur les portes. J'ai pensé aux années que j'avais passées à croire que la famille signifiait donner jusqu'à ne plus rien avoir. Et j'ai pensé à la vue depuis ma terrasse, au matin tranquille, à la lavande près de l'évier, des choses que j'avais construites sans eux. Je vais y penser. Et je dis les mêmes mots que j'avais utilisés au dîner. Mais nous savions tous que penser et accepter n'étaient pas la même chose. Mélissa a hoché la tête lentement, ses yeux se tournant vers Grégoire comme pour vérifier sa réaction. Il a juste haussé les épaules et s'est dirigé vers la porte. En les regardant partir, leur silhouette encadrée par la dernière lumière du jour, j'ai senti la paix, oignée fraîche de ma tasse de thé qui attendait sur le comptoir. Et j'ai su que j'aurais besoin de sa chaleur constante pour maintenir la ligne que j'étais en train de tracer. Après leur départ, la maison semblait encore plus silencieuse que d'habitude. L'air portait encore la faible trace du parfum de Mélissa et la note plus vive de l'eau de Cologne de Söttermönnidan, Grégoire, mais elle s'estompait rapidement. J'ai fermé la porte, tourné la serrure avec un léger déclic, et j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé, que je retenais. Dans la cuisine, j'ai rempli la bouilloire et l'ai mise sur le feu. Le bourdonnement régulier de la flamme était le seul son dans la pièce. J'ai tendu la main vers l'étagère ouverte et j'ai pris ma tasse en porcelaine blanche au fin liseré bleu, la posant doucement sur le comptoir. Son poids familier dans mes mains était comme une encre. Quand l'eau a bouilli, je l'ai versée sur les feuilles de thé et j'ai regardé la vapeur monter en volute pâle, transportant le faible
Parfum de la bergamote. J'ai porté la tasse à la petite table près de la fenêtre et je me suis assise face au lac. L'eau était calme, une nappe de verre reflétant le ciel couvert. J'ai tenu la tasse à 2 mains, laissant sa chaleur s'infiltrer dans mes doigts. Mes yeux ont suivi un canard solitaire glissant sur l'eau, laissant un sillage étroit derrière lui. Le monde extérieur semblait se mouvoir à son propre rythme, sans hâte, insensible aux drames familiaux, indifférent au poids des décisions. Je n'ai dit à personne ce que j'avais décidé, ni à Marthe, ni à Pierre, ni même à l'écho de ma propre voix dans cette maison. La décision vivait entièrement en moi, silencieuse et absolue. Je ne céderai pas ma maison. Je n'échangerai pas ma paix contre leur convenance. Il fut un temps où j'aurais dit oui sans réfléchir. Un temps où aimer signifiait tout donner, quel qu'en soit le coût pour moi-même. Je croyais que le sacrifice était la preuve de la dévotion. Et je portais mon épuisement comme une médaille d'honneur. Mais les années m'avaient appris une vérité que j'aurais aimé apprendre plus tôt. L'amour sans respect n'est que de l'exploitation. J'ai pris une lente gorgée de thé, la saveur me ramenant à l'instant présent. J'ai pensé à la nuit où j'ai quitté la maison de Mélissa avec ce billet de 10 € dans ma poche, le froid s'installant dans mes os alors que je me tenais à l'arrêt de bus. Je me suis souvenu des semaines au motel, du papier peint qui se décollait, de l'odeur de moquette humide. Je me suis souvenu m'être promis que je ne serais plus jamais dans cette situation. Et maintenant, me voici, dans une maison que j'ai reconstruite de mes propres mains, regardant une vue qui me rappelait chaque jour ce que la persévérance pouvait créer. L'idée de céder ne serait-ce qu'une partie de cela à des gens qui m'avaient autrefois montré la porte, me donnait l'impression d'effacer mon propre nom de la vie que j'avais revendiqué. Le lac a changé sous une brise, des ondulations captant la lumière. J'ai tracé le bord de ma tasse avec mon pouce. « Non, Maïj, » dit doucement à personne. Le mot à peine plus fort qu'un souffle. Pas encore. J'ai imaginé leur visage, si je le leur disais franchement. Celui de Mélissa se décomposerait d'abord en déception, puis se durcirait en accusation. Celui de Grégoire arborerait ce demi-sourire qu'il utilisait quand il pensait être patient avec quelqu'un d'insensé. Il dirait que j'étais égoïste, que la famille, c'est s'entraider. Mais je connaissais le genre d'aide dont il parlait. Une aide qui me haillait tout et ne leur laissait aucune raison de changer. J'avais déjà vécu ce schéma et je ne remettrai pas les pieds dedans. J'ai fini mon thé et j'ai reposé la tasse, le léger cliquetis contre la soucoupe sonnant comme un point final. Dehors, le canard avait disparu au détour de la rive, le lac lissant son sillage comme s'il n'avait jamais été là. La maison semblait solide autour de moi. Chaque poutre et chaque planche portant le souvenir de mon travail. C'était ma place maintenant, non pas parce que je la possédais sur le papier, mais parce que je l'avais revendiquée dans les heurtes tranquilles, en ponçant les planchers, en peignant les murs, en plantant de la lavande dans la terre. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai laissé mon regard se poser sur l'horizon. Je n'avais pas besoin d'annoncer mon choix. Je n'avais pas besoin de le justifier. Il suffisait de savoir que le moment venait où ma réponse serait déjà prête. Et ce serait non. 2 matins plus tard, mon téléphone a vibré sur la table à côté de mon thé. Le lac était enveloppé d'une douce brume grise, celle qui fait disparaître le rivage. J'étais en train de couper une poire quand je l'ai pris. Le message venait de Mélissa. « Si tu refuses, je ne te parlerai plus jamais. » Les mots étaient là sur l'écran, noir sur blanc. Chaque mot aussi, tranchant que du vert. Pas de salutation, pas d'hésitation, juste un verdict. Pendant un instant, je suis restée parfaitement immobile,
le couteau en suspens au-dessus de la planche à découper. Mon premier instinct fut le même que j'avais eu pendant des décennies, chercher une explication, arrondir les angles, trouver un compromis. Ce vieux réflexe est monté en moi comme une marée, pressant contre mes côtes, mais je suis restée immobile et je l'ai laissé passer. J'ai posé le couteau et je me suis assise à la table de la cuisine. Le téléphone me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme si son message portait le poids de chaque demande passée, de chaque menace tacite, de chaque fois où l'amour avait été transformé en monnaie d'échange. À travers la fenêtre, la brume s'est déplacée et a révélé un mince éclat d'eau. J'ai pensé aux nuits dans ce motel, quand le vent faisait vibrer la fine vitre, quand j'enroulais mon manteau plus serré autour de moi, et que je me murmurais que je ne me laisserais plus jamais mettre dans cette situation. Les mots de Mélissa n'étaient pas seulement une menace, c'était une invitation à retomber directement dans le même piège. J'ai tourné le téléphone dans ma main, son verre lisse se réchauffant sous mes doigts. Je pouvais déjà imaginer sa réaction au silence, la colère, puis l'incrédulité, puis un flot d'appels et de messages jusqu'à ce qu'elle trouve un autre moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Je pouvais aussi imaginer ma propre réaction si je cédais. Le ressentiment, l'épuisement et l'érosion lente de la paix que j'avais construite ici. Non, pensais-je, pas cette fois. J'ai tapé ma réponse lentement, chaque lettre délibérée. Je te souhaite le meilleur. J'ai fixé les mots. Ils étaient courts, presque doux, mais ils portaient une finalité que je n'avais jamais osée auparavant. Ils n'invitaient pas à la négociation ni ne promettaient une discussion future. Ils n'expliquaient ni ne défendaient. Ils lui tendaient simplement le résultat et la laissaient le tenir. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai regardé la petite flèche disparaître dans l'éther. Pendant un long moment, rien ne s'est passé. Puis l'écran s'est assombri et mon reflet m'a regardé, plus âgé, plus stable, et peut-être pour la première fois depuis d'années, années, libre. La bouilloire a commencé à siffler. Je me suis levée, j'ai versé l'eau chaude sur les feuilles de thé et j'ai laissé la vapeur monter contre mon visage. Dehors, la brume s'était éclaircie, révélant la rive lointaine du lac. Le monde semblait plus vaste qu'il ne l'était, une minute auparavant. Mon téléphone a de nouveau vibré. 1, 2, 3 fois. Mais je ne l'ai pas pris. Le son m'a à peine effleuré. Au lieu de cela, j'ai porté ma tasse sur le porche, m'installant dans la chaise qui faisait face à l'eau. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais pliée en 4 pour m'adapter au confort de quelqu'un d'autre. Toutes les fois où j'avais accepté le plus petit coin d'une vie, juste pour maintenir le lien. Et j'ai réalisé que chacune de ces fois avait érodé un peu de qui j'étais, jusqu'à ce que je disparaisse presque. Plus maintenant. La surface du lac s'est ridée au passage d'une brise. Quelque part, un héron a décollé avec des ailes lentes et puissantes. J'ai siroté mon thé et j'ai laissé la chaleur me traverser. La décision que j'avais prise concernait plus qu'une maison. Elle concernait le reste de ma vie. Si Mélissa pensait ce qu'elle disait, si elle ne me parlait vraiment plus, jamais, alors peut-être que ce silence serait préférable au bruit d'un manque de respect. Constant, c'était une perte. Oui, mais pas une perte creuse. C'était de l'espace. Et l'espace pouvait être rempli par quelque chose de mieux. Le téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai regardé sur la table à côté de moi, mais je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela, je me suis adossée, les planches du porche grinçant sous mon poids, et j'ai respiré l'odeur de la terre, humide et du cèdre. Il n'y avait plus de colère en moi maintenant, seulement une certitude tranquille. J'avais répondu à sa menace
ce par une bénédiction, et je l'avais pensé. Qu'elle le prenne comme un défi ou comme de l'amour était sa décision. J'avais choisi mon rôle. J'ai pris une autre gorgée de thé et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Il n'a pas fallu longtemps pour que les ondes se propagent. Le silence de Mélissa n'a duré que quelques jours avant que les premières rumeurs ne me parviennent. Par des cousins, de vieux voisins, à travers le fragile réseau de liens familiaux qui ne se brisent jamais, vraiment, peu importe à quel point il est effiloché. Elle avait commencé à appeler des parents, des connaissances, même d'anciens collègues, racontant sa version de l'histoire. Elle a dit non, leur disait Mélissa, la voix blessée, même si elle a plein de place, même si elle vit toute seule dans cette grande maison au bord du lac. Quelle sorte de mère tourne le deux à son enfant? Je pouvais l'imaginer. Nerre la tête juste assez penchée pour inviter à la sympathie, son ton prudent, comme si la seule explication possible était mon égoïsme. Et parce que tout le monde ne connaissait pas toute l'histoire. Certaines personnes l'ont cru. Un après-midi, j'ai croisé ma cousine Carole au marché. Elle a hésité avant de me saluer, ses yeux se posant sur le panier dans ma main, presque comme si elle évaluait si je ressemblais à quelqu'un qui accumulait ses bénédictions. J'ai souri et lui ai demandé des nouvelles de ses petits-enfants, mais je pouvais sentir la froideur sous ses mots. Je n'ai pas essayé de me défendre. J'avais appris que les explications offertes sous le coup d'une attaque ressemblent souvent à des excuses. Au lieu de cela, je suis rentrée chez moi. J'ai préparé du thé dans ma tasse en porcelaine et j'ai laissé la piqûre passer comme le vent à travers les pins. Mais la campagne de M, Elissa ne s'est pas arrêtée aux rumeurs. Quand elle n'a pas réussi à obtenir de l'argent de ses parents, elle s'est tournée vers les amis et les connaissances de Grégoire. Cela n'amenait nulle part non plus. Plus les portes se fermaient, plus elle devenait frustrée. Et quand la frustration s'aigrit, elle cherche un exutoire. Cet exutoire, c'était moi. Un dimanche, j'ai assisté à une petite réunion à la salle des fêtes, un repas partagé organisé par le groupe de femmes. En posant mon plat, j'ai senti quelques têtes se tourner. Quelques femmes m'ont fait un signe de tête poli, mais ont rapidement détourné le regard. D'autres n'ont pas caché la désapprobation dans leurs yeux. Je n'avais pas besoin de deviner d'où cela venait. Et puis, juste au moment où j'envisageais de m'éclipser discrètement, Marthe est entrée. Elle m'a repéré de l'autre côté de la pièce et s'est dirigée droit sur moi, ce spavif, ses yeux féroces. J'ai entendu certaines choses. « Oh !» a-t-elle dit à voix basse. « Restez près de moi. » Quand le repas a commencé, Marthe s'est assise à côté de moi. Elle a gardé sa conversation légère, me posant des questions sur mon jardin, sur le niveau de l'eau du lac cette année. Mais quand une femme à table a fait un commentaire pointu, je pense juste que la famille devrait aider la famille, quoi qu'il arrive. Oh, le comportement de Marthe a changé. Elle a posé sa fourchette et a regardé la femme droit, dans les yeux. « Vous avez raison », a dit Marthe, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. La famille devrait aider la famille. Hélène l'a fait toute sa vie. Elle a donné, donné et donné, payé des dettes, offert un abri, pardonné des insultes. Et qu'a-t-elle obtenu en retour? La porte claquée au nez 2 fois. La table est devenue silencieuse. Marthe s'est légèrement penchée en arrière, tenant toujours le regard de la femme. Elle a gagné le droit de garder quelque chose pour elle. Cette maison au bord du lac, ce n'est pas de l'avidité, c'est de la survie. Personne n'a parlé pendant un moment. Puis quelqu'un d'autre s'est éclairci la gorge et a changé de sujet. Mais j'ai remarqué que quelques femmes à table me regardaient différemment, moins certaines, plus curieuses. Après le repas, alors que nous rangions la vaisselle, Marthe m'a serré le bras. « Ne les laissez pas faire de vous, là, méchante dans une histoire que vous avez écrite avec gentillesse.
a-t-elle murmuré. Vous avez le droit à votre propre fin. Ces mots se sont installés en moi comme une main, stabilisatrice sur l'épaule. Pendant des années, j'avais pensé à l'amour comme un fleuve qui doit toujours couler vers l'extérieur, peu importe à quel point la source est basse. Mahatma Ra appelait que même les fleuves ont des saisons et que parfois ils doivent se reconstituer avant de pouvoir donner à nouveau. Au cours de la semaine suivante, l'hostilité autour de moi a changé. Certaines personnes gardaient encore leur distance, mais d'autres m'ont contacté discrètement. Un salut supplémentaire d'un voisin. Un petit mot dans ma boîte aux lettres. Lettre qui disait « Je comprends ». Ce n'était pas un flot de soutien, mais c'était suffisant pour me rappeler que je n'étais pas entièrement seule. Mélissa, cependant, est restée silencieuse. Je soupçonnais que son silence avait maintenant plus à voir avec l'orgueil qu'avec la distance. Elle avait essayé de rallier la foule et avait découvert que la foule était plus petite qu'elle ne l'avait espéré. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les arbres et que le lac devenait doré, je me tenais sur le porche et je pensais à la défendre. C'est de Marthe. Les mots qu'elle avait choisis ne concernaient pas le blâme. Ils concernaient la vérité. Et la vérité avait une façon de tenir debout toute seule, même quand d'autres essayaient de l'enterrer. Je savais qu'il y aurait encore des moments à venir, où l'absence de Mélissa me ferait mal, mais je savais aussi que je préférais affronter ces moments dans la paix de ma propre maison plutôt que dans le chaos d'une vie où j'étais toujours à la merci de quelqu'un d'autre. La brume a recommencé à monter du lac, s'enroulant dans l'air frais du soir. Au loin, un plongeon a appelé. J'ai levé ma tasse de thé, sentant sa chaleur s'infiltrer dans mes paumes, et je me suis murmuré, non pas comme une défense, mais comme un fait tranquille. J'ai déjà assez donné. La matinée a commencé avec un ciel si clair qu'il semblait poli. Le lac devant ma fenêtre était calme comme un miroir, reflétant ses acpins et chaque nuage à la dérive sans la moindre ondulation. Des jours comme celui-ci me donnaient toujours envie de travailler dans le jardin. J'ai enfilé mes gants, pris mes outils et suis sortie dans l'air frais. La lavande le long du chemin s'était éclaircie au cours de l'année écoulée. J'ai donc décidé d'en planter davantage. La terre était sombre et riche grâce au compost que j'avais ajouté, et l'odeur de terre humide montait à chaque coup de ma truelle. Travailler dans le jardin me donnait toujours l'impression de réparer quelque chose d'invisible en moi. Chaque mauvaise herbe arrachée, chaque racine enfouie. C'était comme si je restaurais l'ordre, non seulement sur la terre, mais aussi dans mes propres pensées. En travaillant, j'entendais le lent bourdonnement des abeilles, visitant les buissons de romarin. Leur persistance était un doux rappel que la vie continue, tranquillement, hante et sans permission. J'ai pensé à la façon dont, pendant tant d'années, mon énergie avait été déversée sur des personnes qui ne la voyaient pas toujours. Maintenant, elle se déversait dans des espaces qui me rendaient quelque chose, ne serait-ce que des fleurs et un parfum. Vers le milieu de la matinée, j'ai fait une pause sur le porche. Une petite pile de courriers était posée près de la porte. La plupart étaient les habituels prospectus, factures, un magazine auquel je ne me souvenais jamais de m'être abonné, mais niché entre les deux se trouvait une enveloppe avec une adresse d'expéditeur que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite sur du papier de couleur crème. « Chère Madame Moreau, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'ai loué votre petit chalet il y a 3 étés. À l'époque, je traversais une période difficile, sans emploi, presque sans argent. Et j'avais à peine la tête hors de l'eau. Vous m'avez facturé moins de la moitié du loyer habituel. Et quand je ne pouvais pas payer à temps, vous m'avez dit de simplement me remettre sur pied d'abord.
Je voulais que vous sachiez que je l'ai fait. J'ai maintenant un emploi stable, mon propre logement. Et je pense souvent à votre gentillesse. Vous ne m'avez pas seulement donné un abri, vous m'avez donné de la dignité. J'espère que la vie a été bonne avec vous aussi. Merci plus que je ne pourrais jamais le dire. C'était signé simplement. Sincèrement, Daniel. Je suis restée assise un long moment, le papier tremblant légèrement dans mes mains. Le nom a remué. Un faible souvenir. Un homme grand, calme, qui restait dans son coin, payait toujours en sotsumdis, espèce quand il le pouvait. Je n'avais pas pensé à lui depuis des années. Une chaleur s'est répandue en moi. Le genre de chaleur qui ne vient pas de la fierté, mais du sentiment d'être vu. Non pas par la foule qui parle, mais par quelqu'un qui se souvient en silence. La vérité, c'est que je n'avais pas cessé d'être généreuse. J'avais juste cessé de l'offrir à des gens qui la considéraient comme un dû. Ce changement avait tout changé. Quand je suis retournée au jardin, les plants de lavande semblaient plus brillants au soleil. Je les ai plantés en rangées bien nettes, en les espaçant juste comme il faut, imaginant à quoi ils ressembleraient en l'été prochain quand ils auraient poussé, épais et pleins. J'ai de nouveau pensé à la lettre de Daniel, à la façon dont elle m'était parvenue, sans fanfare, sans attente, juste de la gratitude pour quelque chose que j'avais fait naturellement. Agenouillée là, mes genoux s'enfonçant dans la terre molle, j'ai réalisé que c'était ce qui m'avait manqué pendant ces années où je donna à Mélissa sans limite. Pas des remerciements sous forme de mots, bien que ceux de Daniel soient aimables, mais le sentiment que ce que je donnais comptait pour la personne qui le recevait, que ce n'était pas simplement consommer et oublier mais tisser dans le tissu de sa vie. J'ai fini le dernier plant, tassé la terre autour de sa base et me suis relevée lentement. J'avais mal au dos, mais de la bonne manière. Celle que le travail procure quand c'est pour quelque chose qu'on aime. Depuis le porche, j'ai de nouveau regardé le lac. La surface ne s'était toujours pas brisée, comme si le monde entier s'était mis d'accord pour faire une pause. L'odeur de lavande flottait dans l'air, se mêlant à la légère douceur des roses près du portail. J'ai pensé aux mots de Marthe de la semaine précédente. Comment j'avais le droit à ma propre faim. C'en était peut-être une partie. Pas seulement garder la maison, mais la remplir de vie selon mes propres termes. Choisir à qui j'ouvrais ma porte. Au loin, un héron glissait bas sur l'eau, son reflet doublant sa grâce. J'ai senti la journée s'installer en moi, calme et sûre. En rentrant, j'ai placé la lettre de Daniel dans le tiroir où je gardais d'autres petits trésors. Une fleur sauvage pressée de ma première promenade sur la propriété, un cliché du lac au coucher du soleil, un mot d'un voisin me remerciant d'avoir fait du pain pendant une tempête. La preuve que la gentillesse ne disparaît pas, même si elle change de direction. Le lac est resté calme jusqu'au crépuscule, et moi aussi. C'était en fin d'après-midi quand j'ai vu la voiture de Mélissa s'arrêter devant la maison. La lavande que j'avais plantée une semaine plus tôt se balançait légèrement dans la brise, comme si même les plantes sentaient la tension qui montait dans mon allée. Elle n'a pas frappé tout de suite. Au lieu de cela, elle est restée sur le porche, les bras croisés, les yeux balayant le lac derrière moi à travers la fenêtre. Quand elle a finalement frappé à la porte, c'était sec et rapide, comme si elle voulait en finir. J'ai ouvert la porte, et pendant un bref instant, j'ai cru voir de l'hésitation dans ses yeux. Mais elle a disparu presque, instantanément. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé d'un ton plat. Je me suis écartée et l'ai laissée entrer. Elle ne s'est pas assise, n'a pas regardé la maison que j'avais construite. Au lieu de cela, elle s'est tournée pour me faire face, la mâchoire serrée. « Alors, c'est vrai ?» a-t-elle dit.
Tu choisis vraiment cette maison plutôt que moi. » Ces mots flottaient dans l'air, comme une brume froide venant du lac. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. J'ai pris une lente respiration. « Non, ai-je dit, ma voix ferme. Je me choisis, moi. » Melissa a cligné des yeux comme si elle avait entendu la phrase, mais ne pouvait pas la comprendre. « Toi ? » ?»« Oui, n'ai-je dit, en allant poser la bouilloire sur le feu. Pendant des années, Melissa, je t'ai tout donné. Du temps, de l'argent, le toit au-dessus de ma tête. J'ai laissé mes besoins se dissoudre pour que les tiens puissent exister. Et en retour, tu as clairement montré que je n'étais pas la bienvenue dans ta vie, sauf si j'étais utile. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. » Ses lèvres se sont pressées en une fine ligne. « Tu fais comme si je ne m'étais pas jamais soucié de toi. » Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle était toujours ma fille. Mais je ne pouvais ignorer la façon dont son regard parcourait la pièce, évitant le mien, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher qui lui donnerait raison. « L'as-tu fait ? Ai-je de... » Mandé, doucement. Ses yeux ont vacillé un instant, et j'ai vu la plus faible fissure dans son armure. Mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. « C'est à cause de Grégoire, » a-t-elle dit. « Il pense que... » « Ce n'est pas à propos de Grégoire. » Ai-je interrompu. « C'est à propos de... moi. Je ne vais pas te donner les clés de cette maison, Melissa. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je m'aime enfin assez pour arrêter de donner ce qui compte. » Il a eu un silence, seulement rompu par le faible sifflement de la bouilloire qui commençait à chauffer. « Tu sais, » a-t-elle dit après une pause, « les gens vont penser que tu es égoïste. » Oh, j'ai presque souri. Qu'ils le pensent. J'ai été altruiste toute ma vie et ça m'a presque vidée. Si être égoïste signifie avoir quelque chose qui reste pour moi, je le prends. Ses yeux sont rétrécis, mais j'ai attrapé le léger trême, bleu de ses mains. Que ce soit de la colère ou autre chose, je ne pouvais pas le dire. Je suppose que c'est tout alors. A-t-elle finalement ? Dites, tu as fait ton choix. J'ai versé de l'eau chaude dans ma tasse de thé, la même en porcelaine blanche au liseré bleu que j'avais emportée de sa maison le jour où elle m'avait dit de partir. Je l'ai posée sur le comptoir entre nous. « Oui, » ai-je dit en croisant son regard. « Je l'ai fait. » Elle n'a pas bu le thé que je lui ai offert. Elle n'a pas dit au revoir. Elle est simplement sortie. Ses pas lourds sur le porche en bois, le son s'estompant alors que le moteur de sa voiture démarrait. Je suis restée à la fenêtre un moment après son départ, regardant la traînée de poussière que ses pneus soulevaient le long de la route. Le lac, au-delà, est resté calme, captant la lumière du soleil couchant. Le thé avait refroidi au moment où j'ai pris ma première gorgée. Il était toujours bon, meilleur même, parce qu'il était à moi, dans ma maison, selon mes conditions. Et bien que ma poitrine soit lourde, je savais que c'était le genre de douleur qui accompagne la guérison. Je m'étais choisie, et ce choix, ai-je réalisé, ne fermait pas la porte à l'amour. Il fermait simplement la porte à la perte de soi-même au nom de celui-ci. C'était 3 jours après que Melissa soit sortie de ma maison. Je ne m'attendais pas à la revoir si tôt. Mais cet après-midi-là, alors que je taillais la lavande le long du porche, j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. Sa voiture s'est arrêtée. Elle est sortie, lentement, non pas avec la colère rigide de notre dernière rencontre, mais avec quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Elle n'a pas demandé à entrer cette fois. Elle s'est tenue sur la marche du bas, les mains enfouies dans les poches de sa veste. Je pouvais voir ses yeux se tourner vers le lac, vers les fenêtres, vers la vie que j'avais construite ici sans elle. Je ne suis pas venue pour me battre, a-t-elle finalement dit. J'ai hoché la tête. Bien. Pendant un moment, les seuls sons étaient le doux clapotis de l'eau
contre le rivage et le vent qui passait dans la lavande. Puis j'ai plongé la main dans la poche de mon pull. Mes doigts se sont refermés sur le morceau de papier usé que je gardais depuis 2 ans. Le billet de 10 € qu'elle avait pressé dans ma main le jour où elle m'avait dit de quitter sa maison. J'ai descendu les marches du porche et je me suis tenue devant elle. Lentement, j'ai tendu la main. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais sentir le moment, la façon dont mon pouce effleurait le bord de ce billet, la façon dont mon rythme cardiaque se stabilisait au lieu de s'emballer. Quand elle a tendu la main, j'ai placé l'argent dans sa paume. Sa peau était fraîche, presque froide, mais ma main est restée chaude contre la sienne. J'ai laissé mes doigts s'attarder juste 1 seconde de plus que nécessaire, m'ancrant dans la vérité de ce que je faisais. « Je te le rends », ai-je dit doucement. Elle l'a regardé comme si c'était un objet étranger. Pourquoi? Parce que ce n'était jamais une question d'argent. Ai-je dit, c'était une question de ce que ça signifiait. Ce jour-là, tu m'as donné 10 € pour me renvoyer. Aujourd'hui, je te les rends pour clore ce chapitre. Je ne porte plus ça avec moi. La honte, la douleur, c'est moi qui ferme la boucle. Ses yeux ont vacillé entre les miens et le billet dans sa main. Elle n'a pas parlé, mais je l'ai vue déglutir difficilement, comme si son poids était plus lourd, hardé que le papier ne devrait l'être. Je ne te le rends pas par colère. Ai-je continué? Je te le rends parce que je n'en ai pas besoin pour me rappeler qui je suis. Je le sais, maintenant. Je me suis reconstruite depuis ce jour, et je continuerai à vivre, que tu choisisses ou non d'en faire partie. La brise s'est levée, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait laisser le billet lui glisser de la main et laisser le vent l'emporter. Mais elle l'a gardé, ses doigts se refermant autour, les yeux fixés quelque part sur le sol entre nous. « Tu le penses vraiment, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue. « Depuis des années. »« Oui. » ai-je dit. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus, mais quoi que ce soit, c'est resté enfermé derrière ses lèvres. Je pouvais voir la bataille dans ses yeux, l'orgueil luttant contre la possibilité de l'humilité. Finalement, elle a glissé le billet dans sa poche. « Eh bien, » a-t-elle murmuré, « je suppose que c'est tout. »« Oui, » ai-je dit en reculant vers mon porche. « C'est tout. » Je ne l'ai pas regardé s'éloigner cette fois. Au lieu de cela, je me suis retournée vers ma lavande, coupant ce qui était mort pour que le reste puisse fleurir plus fort. Derrière moi, j'ai entendu le faible bruit de la portière de sa voiture se fermer, le moteur démarrer, puis les pneus crisser à nouveau sur le gravier. Quand le son s'est estompé, j'ai regardé le lac. La surface était calme, retenant le reflet du ciel comme un secret. J'ai pensé à la façon dont ce billet était resté dans ma poche pendant tous ces mois, non pas comme un gage d'amertume, mais comme un rappel du moment où ma vie s'était fissurée. Maintenant, mes mains étaient libres, mes poches plus légères, mon cœur encore plus léger. Je suis entrée et je me suis versé une tasse de thé. La même tasse en porcelaine blanche au liseré bleu était chaude dans mes mains, alors que je prenais ma première gorgée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait purement le goût du présent, pas du passé. J'avais rendu les 10 €, mais plus important encore, j'étais revenue à moi-même. La première lumière du matin se déversait doucement sur le lac, transformant l'eau calme en une nappe d'or en fusion. Je me suis réveillée tôt, non pas parce que je le devais, mais parce que je voulais saisir ce moment. Certains matins, le lac semblait timide, gardant ses couleurs sourdes. Mais aujourd'hui, il scintillait avec audace, comme pour me rappeler que la beauté ne demande pas la permission d'exister. Je suis entrée dans la cuisine, les lattes de bois fraîches du plancher manquant.
Le rituel familier a commencé. Bouilloire en marche, feuilles, lait de thé prête. Ma tasse en porcelaine blanche au délicat liseré bleu attendait sur le comptoir. La vapeur s'est enroulée vers le haut lorsque j'ai versé l'eau chaude, libérant un parfum à la fois terreux et réconfortant. Tasse à la main, j'ai ouvert les fenêtres du salon. L'air était vif, portant le léger parfum de la lavande du jardin que j'avais entretenu de mes propres mains. Je me suis approchée, laissant la lumière du matin toucher mon visage, me réchauffant de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai regardé le lac, observant les ondulations se former et s'estomper. Dans ce reflet, je ne voyais pas seulement le ciel et l'eau, mais des morceaux de moi-même. Des fragments que je croyais disparus pour toujours. Ils m'ont pris. La maison une fois, ai-je murmuré à personne d'autre qu'à l'aube. Cette fois, je la garde et je me garde moi-même. La vérité de ces mots s'est installée au plus profond de mes os. J'ai pensé aux années que j'avais passées à tout donner. Temps, argent, énergie. Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien pour moi. À l'époque, l'amour signifiait le sacrifice sans question. Je croyais que c'était ce qu'une mère était censée faire. Mais maintenant, je comprenais. Quelque chose que je n'avais pas compris avant. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation déguisée en sentiment. Je me suis appuyée contre le cadre de la fenêtre, sirotant mon thé lentement, laissant la chaleur me traverser. Ce n'était pas seulement le thé qui me calmait. C'était la connaissance que ma vie était à nouveau la mienne. Quelque part au-delà des arbres, Mélissa vivait sa propre version du matin. Que cela m'inclut ou non n'était plus la question qui définissait ma journée. J'avais cessé de vivre dans l'ombre de l'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai jeté un coup d'œil au vieux fauteuil à bascule sur le porche, celui que j'avais trouvé dans un vide-grenier l'été dernier. Son bois était patiné, mais le cadre était solide, tout comme moi. Je m'imaginais assise là ce soir, regardant le coucher de soleil, peut-être avec un livre sur les genoux et une couverture sur mes jambes. La pensée m'a fait sourire. Pendant si longtemps, mes rêves avaient concerné d'autres personnes, ce dont elles avaient besoin, ce qu'elles voulaient, ce qu'elles attendaient. Maintenant, mes rêves pouvaient être petits, personnels, même silencieux, et être quand même suffisants. J'ai pris une autre gorgée de thé, sentant la porcelaine chaude contre mes paumes. Cette tasse m'avait accompagnée pendant certains de mes jours les plus difficiles. Elle avait contenu du réconfort quand rien d'autre ne le pouvait. Maintenant, elle me semblait être une compagne pour mes meilleures heures matin aussi. Le lac a de nouveau scintillé alors que le soleil montait plus haut, la lumière se dispersant, comme des joyaux à la surface. J'ai pensé à la façon dont l'eau ne s'accroche jamais à une seule forme. Elle bouge, elle change, elle s'adapte. C'était peut-être ce que j'apprenais à faire, lâcher la forme que quelqu'un d'autre m'avait imposée et couler vers la vie que je voulais. J'ai posé ma tasse sur le rebord de la fenêtre et j'ai laissé la brise effleurer ma peau. Quelque part en moi, il y avait encore une douceur qui n'avait pas été écrasée par tout ce qui s'était passé. Et cette douceur, c'était à moi de la protéger. Je savais que certaines personnes pourraient regarder mon choix et penser que j'étais têtue, sans pitié. Mais elles n'avaient pas été là quand les murs semblaient se refermer sur moi. Quand les propres mots de mon enfant coupaient plus qu'une lame, il m'avait pas vu reconstruire, brique par brique, mon estime de moi. En finissant mon thé, j'ai pensé à quelque chose que Marthe m'avait dit. On n'est pas toujours obligé de claquer la porte. Parfois, on la garde simplement fermée. Je comprenais cela maintenant. La porte entre Mélissa et moi n'était pas verrouillée pour toujours. Mais elle
n'était pas non plus grande ouverte pour qu'elle entre et prenne ce qui lui plaisait. J'ai pris ma tasse et je me suis détournée de la fenêtre. Ma journée serait simple, m'occuper du jardin, peut-être faire du pain, peut-être une promenade le long du rivage. Mais elle serait à moi chaque instant. Et à vous, celui ou celle qui écoute mon histoire maintenant, je vous poserai cette question. Si c'était vous, ouvririez-vous à nouveau la porte? Ou la garderiez-vous fermée?